Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre magazine APJ, au peuple de juger. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Tous les territoires de la République démocratique du Congo, RDC, donc méritent d'être sécurisés. L'instauration de l'État, de l'autorité de l'État, doit être démise partout. C'est le cas de l'Ituri, la province de l'Ituri, qui, à ce jour, connaît les retours des affres de forces négatives. Plus de 500 000 personnes déplacées internes et externes. Ayant appris cette affaire qui existe depuis une année, nous avons pris contact avec un député, élu de Mahagi. Il s'appelle Daniel Foura Ouma, élu du PPRD. Daniel Foura Ouma, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes élu de Mahagi. Si. Donc c'est un peuple qui vous a donné un mandat national et vous avez l'obligation de faire les plaidoyers pour eux. Tout à fait, de faire les plaidoyers. Quelle est la situation sur terrain? La situation est chaotique au moment où nous parlons. La population est à débandade, sans aucune assistance, sans aucune protection de la part de l'État congolais qui, de par la constitution de la République démocratique du Congo, a la charge, n'est-ce pas, de sécuriser les personnes et leurs biens au sein du territoire congolais. Alors, on parle de plus de 500 000 personnes qui se sont déplacées de leur milieu pour aller se réfugier ailleurs, dans des écoles, dans des églises ou même en Ouganda. Vous, en tant que député national, connaissez-vous ce qui est à la base? Qui sont à la base de cette situation d'insécurité en Ituri? Oui, Monsieur Crispin, il y a la statistique est plus élevée que celle-là. 500 000 personnes, ce sont des compatriotes qui ont fui et qui se retrouvent présentement au niveau de la République ougandaise. Donc, ils ont carrément traversé la frontière, principalement la frontière laquiste, sur le lac Albert, et ils sont de l'autre côté de la rive, du côté de l'Ouganda. Au niveau interne, nous sommes autour de plus de 2 millions de déplacés internes. 2 millions. Plus de 2 millions de déplacés internes. Nous avons toutes les agences humanitaires, que ce soit les agences au niveau international ou national, ils ont cette statistique-là. Et ces déplacés sont dans plusieurs territoires. Les uns sont à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. D'autres encore au niveau du territoire d'Irumu, parsemés par-ci et là. Il y a un autre groupe qui se sont déplacés au niveau du territoire de Mahagi. D'autres sont en Djougou, le territoire de Djougou, et dans le territoire de Ar. Donc, à travers la province de l'Ituri, nous comptons aujourd'hui plus de 2 millions de déplacés. Plus de 2 millions, parce que c'est tous les jours qu'on enregistre ces mouvements de déplacés de lieux d'habitation vers un lieu de refuge, n'est-ce pas, où on peut se sentir un peu tranquille. Alors, quelles sont les forces négatives qui sont impliquées dans cette insécurité qui bat son plein en Ituri? L'Ituri aujourd'hui devrait, à principe, si les uns et les autres assumer leurs responsabilités, attirer, n'est-ce pas, l'attention des décideurs congolais. Parce que cette province regorge plusieurs mouvements armés au moment où nous parlons. Je vais faire une brève description. Nous avons le territoire de Mambasa qui regorge les ADF Nalu. Ces ADF Nalu ont fui, n'est-ce pas, la frappe de FRDC à partir du territoire de Beni. Pourquoi ils ont fui en Ituri? Parce que l'Ituri partage la limite
administrative avec la province du Nord Kivu. Et donc, Mambasa étant côte à Beni, ils ont trouvé un couloir pour se déverser en Ituri. Et ces ADF Nalu opèrent tranquillement, à toute quiétude, ils égorgent, ils tuent avec le même mode opératoire que ce qu'ils appliquaient à Beni. Au-delà des ADF Nalu, nous avons les Mai Mai Yira et les Mai Mai Simba. Ce sont des milices monoethniques composées principalement par l'ethnie Nandé. Ces deux milices également sont venues du Nord Kivu, principalement des territoires de Beni et de Lubero. Elles sont dans le territoire de Mambasa, elles opèrent, elles tuent, elles égorgent, elles pillent les biens des paisibles populations en toute quiétude. Si nous descendons au niveau du territoire d'Irumu, le territoire d'Irumu aussi partage la limite administrative avec le Nord Kivu, toujours avec le territoire de Beni au Nord Kivu, mais aussi avec le territoire de Mambasa. C'est un territoire côte au territoire de Mambasa. Ce territoire aussi regorge la présence des ADF Nalu et des Mai Mai venant du Nord Kivu. Mais au-delà de ces trois mouvements armés qui sont venus principalement du Nord Kivu, nous avons une milice locale, monoethnique, composée, n'est-ce pas, de l'ethnie Bira, de la communauté Bira. Les hommes dans ces rangs sont des jeunes gens issus de la communauté Bira. Cette milice a été créée il n'y a pas 2 mois. C'est d'ici 2 mois aujourd'hui, 2 ou 3 mois maximum. Alors, elle est opérationnelle au moment où nous parlons, elle tue, elle égorge, elle pille les biens de la population, au vu et au su des autorités publiques légalement établies. Au-delà de ça, le territoire d'Irumu, dans le territoire d'Irumu, on note la présence des sujets Hutu-Rwandais. D'où viennent ces Hutu-Rwandais? Ils sont venus de la Tanzanie. C'était des réfugiés, selon nos investigations, des réfugiés rwandais qui étaient partis après la guerre de 1994 du Rwanda. Ils se sont multipliés là-bas. Maintenant, quand il y a eu des malentendus entre le gouvernement rwandais et tanzanien, ce dernier a chassé ces réfugiés Hutu-Rwandais. Comme ils ne pouvaient pas être accueillis chez eux, ils ont tenté de s'installer en Ouganda, chose qui n'a pas été facile. On leur a refusé ça. Ils se sont déversés en Ituri et ils sont présentement dans le territoire d'Irumu au niveau de la localité Boga. Et ils s'entraînent chaque jour à partir de 2 heures du matin jusqu'à 3 heures. Quand les gens sont en train de dormir, ils se réveillent pour s'entraîner. Ils ont dans leur camp des armes, des munitions. D'ailleurs, ils vont plus loin, réclamant une entité propre à eux. Et par la force, par la violence, en menaçant la population autochtone et les autorités coutumières de la place. Et si l'État ne tire pas attention, ça c'est un mouvement qui va prendre d'ampleur et qui va encore ravager l'Ituri davantage. Si nous allons au niveau du territoire d'Aru, je vais parler de Ndjougou après parce que c'est l'épicentre même de l'insécurité. Le territoire d'Aru regorge la présence des réfugiés sud-soudanais. Mais en fait, ce ne sont pas des réfugiés ordinaires. Ce sont, n'est-ce pas, des rebelles sud-soudanais qui ont fui, qui ont été à des bandades au niveau de leur pays et qui se sont rétractés. Ils se sont retirés au Congo. Ils sont dans les collectivités chefferies de Kakwa et de Kaliko-Omi. À l'époque, nous avons eu à alerter le gouvernement congolais pour dire qu'il y a un danger. Alors, ce tableau que vous présentez nous démontre que l'Ituri se présente aujourd'hui comme un territoire où il n'y a pas l'autorité de l'État. Il n'y en a pas. L'autorité de l'État n'existe pas. Kinshasa se trompe. Les gens font des discours ici, mais l'autorité de l'État n'existe pas. Je vais terminer ce tableau avant de parler de cette question de l'autorité de l'État. Donc, c'est
réfugiés sud-soudanais, lorsque nous avons alerté l'État congolais, ensemble avec les HCR, notre gouvernement a trouvé un compromis pour ériger un camp de réfugiés. Mais ces gens ont refusé de se rendre dans les camps conçus pour les héberger. Actuellement, on note leur disparition. Et nous avons mené des enquêtes pour essayer de demander à nos services migratoires s'ils ont traversé. On dit non. Cela signifie quoi? Ils se glissent petit à petit dans les zones où il y a une forte tension maintenant pour être opérationnels. Alors, maintenant nous revenons à Ndjougou qui constitue l'épicentre de la sécurité. En Ndjougou, nous avons la présence de la milice monoethnique dénommée Codeco. Parce que c'est cette milice qui aujourd'hui sème la terreur. Milice mono-ethnique Codeco. Nommée Codeco. Nommée Codeco. Oui. C'est-à-dire, cette milice est constituée de quelle ethnie? Cette milice est constituée malheureusement d'une seule ethnie. Les éléments d'Asserang sont issus de l'ethnie Lendu. Alors, parce qu'on parle de Lendu, j'ai attendu dans plusieurs officines politiques ou dans des salons politiques à Kinshasa, les gens parlaient de la guerre interethnique. Non, il ne s'agit pas de la guerre interethnique. La fois passée, j'ai demandé à quiconque, n'importe quelle autorité, politique ou militaire, ou même de la société civile, qui estime qu'il s'agit d'un conflit interethnique, qu'ils viennent ici sur votre plateau, me le prouver. Mais il s'agit des milices, malheureusement peut-être constituées des hommes d'Asserang issus d'une même communauté, c'est ça les comptes, mais qui tuent tous les Congolais qu'ils trouvent sur son chemin. Donc, cette milice Codeco a commencé à opérer au niveau du territoire d'Ndjougou. Et nous avons alerté les autorités à l'époque. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu en Ituri jusqu'à Ndjougou. Nous lui avons dit, il faut rapidement une opération militaire pour mettre ferme. Mais rien n'a été fait. C'est comme ça que cette milice est en train, n'est-ce pas, de multiplier ses activités. Ça fait quand même une année que cette affaire existe. Exactement. Plus d'une année. Alors, la milice est en train d'extendre ses activités en dehors d'occuper aujourd'hui pratiquement tout le territoire d'Ndjougou. La milice occupe 2/3 du territoire de Mahagi. Il n'y a que 2 ou 3 chefferies sur 8. Il n'y a que 3 chefferies sur 8 qui ne sont pas touchées par, n'est-ce pas, les activités de cette milice. Maintenant, ce qui est dangereux, et c'est là où je dis qu'il s'agit d'une guerre d'occupation, c'est que la milice, ces hommes viennent, ils tuent le vieillard, les femmes, les enfants. Après avoir tué ces gens-là, ils incendient des maisons. S'il s'agit des maisons à chaume, si ce sont des maisons à tôle, s'il n'y a pas d'essence, ils détruisent la toiture, ils détruisent les murs. L'action de sabotage. L'action de sabotage. Et puis ils pillent tout ce qu'ils peuvent trouver comme bien de valeur. Et après ils font quoi? Piller tout le bien de valeur qu'ils peuvent trouver sur leur chemin. Les vaches, les produits champêtres et autres. C'est pour dire, à d'autres termes, nous vous chassons de cet endroit. Et lorsque les hommes en armes mènent l'opération, derrière eux se suit un mouvement de population, toujours de la même ethnie, qui vient, n'est-ce pas, récupérer les bitins ou les objets pillés. Donc, aujourd'hui, les villages qui sont désertés de la population, ils ne sont plus habitables. Ils ne sont plus habitables. Pourquoi? Parce que il n'y a plus les éléments nécessaires qui encadrent, n'est-ce pas, la vie des hommes. L'habitation n'y existe plus, il n'y a plus de structures sanitaires, plus d'écoles, plus de marchés. Comment est-ce que les gens peuvent tenter de revenir pour recommencer la vie? Donc ça devient quasiment impossible. Donc, au vu de ce tableau, là, je note que le territoire de Mahagi n'a pas un groupe armé formé à son sein. Il n'y a pas de groupe armé à Aru, mais la présence des réfugiés sud-soudanais. Mais en Ndjougou, il y a cette milice Codeco.
Mais en dehors de milices, il y a des éléments, les échappés du M23, qui étaient en Ouganda, dans le cas des réfugiés, et qui ont glissé vers le territoire du Djougou. Ils ont traversé les lacs, ils sont opérationnels en territoire du Djougou. Ils donnent rapport, bien évidemment, à cette milice Codeco, et eux aussi égorgent, tuent de leur propre manière. Il y a la présence de ces réfugiés sud-soudanais qui ont progressé du territoire de Aru jusqu'à Djougou pour, n'est-ce pas, renforcer ces mouvements qui est opérationnel au niveau du territoire de Djougou. Notez aussi, M. Crispin, que cette milice se ravitaille à travers deux pays. La République du Soudan du Sud, c'est de là où ils tirent leurs armements, armes et autres, et par rapport à la munition, ils obtiennent ça de la République ougandaise. Cela se justifie. Parce que lorsque vous avez la présence du M23, qui depuis longtemps, après avoir connu le débâcle au niveau du Nord Kivu, par notre armée, ils se sont réfugiés en Ouganda. Alors, ils ont développé un réseau, un circuit mafieux de vente ou des achats illicites des armes et munitions. Étant donné que certains de leurs éléments sont en Djougou, il n'est que normal qu'ils puissent, n'est-ce pas, développer ces couloirs de ravitaillement en munitions. Donc voilà un peu le tableau qui se présente. Alors l'autorité de l'État n'existe pas. Mais il y a quand même la présence des FARDC. Il n'y a pas les militaires, il n'y a pas la police, les forces des renseignements militaires. Quand vous présentez la situation, Ituri, c'est un État dans un État ou quoi? Je préfère être honnête. Il y a eu une présence apparente. Une présence apparente de FARDC et de la police. Apparente pourquoi? Parce que si vous allez dans les fonds, par exemple le territoire de Mag, si je ne prends que ce cas-là, un territoire qui a plus de 2 800 000 habitants, il n'y a que 30 militaires dans cette territoire. Seulement 30. 2 millions pour 30 militaires? Seulement 30 militaires dans le territoire. Comment ces 30 militaires vont faire face? Vous extrapolez ou vous... Je n'extrapole pas. Vous êtes un journaliste de renom, vous pouvez appeler, mener des investigations. Il n'y a que 30. Vous savez, nous avons 3 régiments en Ituri. Mais ce sont des régiments de nom. Il n'y a pas d'effectifs dedans. Ah bon? Oui. Il y a, par exemple, ce sont des régiments ici de mixage il y a longtemps, plus de 17 ans. Il y a, par exemple, la 3201 régiment qui est basé en Djougou. Depuis plus de 15 ans. Depuis, je dis bien plus de 15 ans. Ces régiments contrôlent des vrais à principe, contrôler les territoires de Djougou, les territoires de Magui et les territoires d'Armes. Donc 3 territoires sous son contrôle. Mais il n'y a pas de militaires. Ces régiments n'ont pas d'effectifs aujourd'hui. Alors, mais ces régiments n'ont pas d'effectifs. Et sur le plan de la gestion militaire, est-ce que les autorités militaires savent cette vérité ou il y a d'effectifs? Non, bon, vous savez, pourquoi nous disons que cette guerre est entretenue? Ces gens, ils le savent. Si vous parlez, vous discutez avec les hauts responsables militaires. Ils disent on n'a pas d'effectifs, que voulez-vous qu'on fasse? Mais pourquoi ils ne font pas rapport à la hiérarchie? En fait, les gens ont développé... les gens se sont arrangés pour entretenir le flou. Le flou pour servir des fonds de commerce. Si je vous dis combien de gens ont tiré profit sur le conflit qui se passe en Ituri, la guerre qui se passe, les gens sont devenus des millionnaires. Ils sont dans l'or. Ils sont dans le commerce illicite de bois et de l'or. Alors, on ne veut pas que l'État, l'autorité de l'État s'établisse pour continuer avec ce genre de pratiques. La police, n'en parlons pas, ça n'existe pas. Et donnez un peu le détail. Le peuple le suit. Les détails sur le fait que
le régiment installé, dûment installé par l'État congolais, par les forces armées de la République, mais ces régiments sont fictifs. Quels sont d'autres détails par rapport à cette affaire-là? Ces régiments sont fictifs parce que si vous allez à Aru, le territoire, ces régiments au niveau de Mahagi n'a que 30 militaires. 30 militaires. Déployés. Ok. Si vous allez au niveau de Aru, le territoire de Aru, parce qu'il est censé contrôler 3 territoires, il n'y a pas plus de 60 militaires. Et en Djougou sur place, s'ils arrivent à 200, c'est beaucoup. Il n'y en a pas. Nous avons un deuxième régiment, 32-0D, basé à Geti. C'est aussi des coquilles vides, sans hommes. Nous avons le régiment 31-01, basé à Marabo. C'est aussi des coquilles vides, il n'y a pas de militaires. Il n'y en a pas. Mais vous avez été reçu par les chefs de l'État. Ce mois-ci, est-ce que vous lui avez apporté ces détails? Tous ces détails sont connus par les plus hautes autorités de ce pays. Personnellement, j'ai discuté avec le ministre de la Défense plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai discuté avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, plusieurs fois. Les chefs de l'État, on a parlé. Nous avons écrit. Moi-même, j'ai écrit, j'ai des documents que j'ai écrits au chef de l'État. Peut-être que son administration ne fait pas le travail correctement. Où j'ai essayé d'étaler ma vision par rapport à la réalité après des recherches menées. Parce que moi, je suis un scientifique, je ne parle pas pour le plaisir de parler. Quelle est l'approche qu'il faut adopter pour retrouver la paix en Ituri, restaurer l'autorité de l'État et, n'est-ce pas, amorcer le développement? Et tous les détails de ce que je dis aujourd'hui, dans tous ces grands bureaux politiques, dans toutes ces grandes institutions, ils sont connus. Mais pourquoi les gens n'agissent pas? C'est là où nous haussons les tons. Pas seulement moi, tous les Ituriens. Tout Iturien qui se respecte dit, mais est-ce que nos problèmes intéressent l'État congolais? Est-ce que nos souffrances, la souffrance de la population iturienne intéresse les autorités de ce pays? Si c'est oui, mais pourquoi ils n'agissent pas? Pourquoi ils gardent le silence? On n'en parle même pas. Oui, hier, j'ai été surpris d'entendre qu'on en a parlé au Conseil des ministres. Parce que tous les jours, je suis le compte rendu du Conseil des ministres. On n'en parle pas. Hier, j'étais très surpris. Surpris parce qu'il y a des voix qui s'élèvent. Nous voulons savoir, est-ce que l'Ituri fait partie de cette république ou non? Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais il faut le prouver, il faut le prouver. Nous avons des actes. S'il s'agissait seulement de considérer les actes, nous allions déjà tirer la conclusion que l'Ituri n'appartient pas à ces pays. Mais le chef de l'État s'est déplacé en personne pour se rendre en Ituri. Preuve pour démontrer que... Pour quelle fin? Parce que lorsque un papa se déplace vers ses enfants, il trouve les enfants en difficulté, les enfants lui présentent les problèmes. Il ne dort pas. Il doit trouver la solution. Et vous, les élites du peuple de l'Ituri, vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas autant secoué l'arbre pour que les feuilles mortes puissent tomber. Vous voulez que nous puissions secouer de quelle manière? Quand je vous dis, nous avons écrit, mettre au chef de l'État. Plusieurs fois, nous avons écrit. Moi, personnellement, j'ai écrit. Parce que je représente cette population. Vous avez écrit au chef de l'État. Je lui ai écrit une lettre. Après, je lui ai écrit ma vision. Parce qu'il faut lui apporter des éléments. Je sais peut-être qu'il ne connaît pas l'Ituri. Mais en tant que député national, vous avez aussi une arme, c'est l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas initié des questions. Non, la question, interpellez les ministres de la Défense. Avec la question de Covid, le fonctionnement normal de l'Assemblée est un peu perturbé. Même en commission. J'ai déposé une question orale avec débat au ministre de la Défense par rapport à cette question, depuis la rentrée parlementaire du mois de mars. L'honorable présidente de l'Assemblée nationale nous a reçus. Elle a dit qu'elle préfère qu'il y ait une audition en commission où on va appeler le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, les états-majors généraux, que ce soit de la police, de l'armée, de renseignement civil,
qui seront conduits par le Premier ministre afin d'être auditionnés sur cette question. Mais oui, c'est une bonne chose. Le président du Sénat nous a reçus. Il a aussi formulé le même vœu. Il dit, d'ici quelques matins, on va les ver. Mais, dans l'entretemps, les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Je vous dis, l'insécurité en Ituri tue plus que le Covid. Plus que le Covid. Les morts journaliers dépassent la statistique de Covid depuis que ça a commencé jusqu'au jour. Si maintenant même j'ouvre mon téléphone, nous appelons avec vous, je dis, par exemple, en Djougou, chez les Baé Manor, on a tué combien, on va vous dire. Chez le Walen Dupitz, on a tué combien. Chez les Bagnales, on a tué combien. Si je traverse à Magui chez moi, ce matin, on a tué combien. Tout de suite, on peut avoir une statistique de 50, 100, 200 morts. Mais Covid a tué combien? À peine 50, pendant 2 mois. Donc, c'est pour dire, des fois, les gens, nous sommes emballés par des sentiments des autres. La communauté internationale nous a emballés dans la question de Covid. Je suis d'accord, c'est une pandémie, ça a fait rage au niveau de l'Europe. Mais ce n'est pas la priorité de la RDC. Mes frères qui meurent à Mahagi, là, ils ne peuvent même plus respecter les gestes barrières si vous voyez comment les gens se déplacent. Lorsque vous examinez les gens qui sont dans les cas de déplacés, ils n'ont plus de matériel pour se laver les mains, ils n'ont plus tous ces casques pour le cache-nez et consort, ils n'ont plus les gels pour se nettoyer. Il n'y en a plus. Les enfants vivent, ils dorment par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a insécurité. Alors, est-ce que c'est le Covid qui est plus important ou c'est cette insécurité-là? C'est là où je dis nous ne savons pas cerner ou analyser nos problèmes pour réellement cerner quelles sont nos priorités. Il faut d'abord pacifier le pays. Il faut pacifier l'Est. Il faut pacifier l'Ituri. Il faut pacifier Mahagi. Restaurer l'autorité de l'État et permettre à ce que maintenant les gens vivent convenablement. Alors, nous allons peut-être chuter avec cette question. Vous êtes victime du fait que la force des frappes de FARDC dans le Nord Kivu a déversé toutes les forces négatives dans l'Ituri. Alors, il faut y remédier. Oui, ça c'est un des éléments. La force de frappe de FARDC a déversé. Nous avons d'ailleurs dit, avant que l'opération ne commence, nous avons vu le ministre de la Défense, le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Bala. Nous lui avons dit, trouver un bouclier militaire au niveau de la limite, parce que nous savons, l'Ouganda n'acceptera jamais que ses ADF rentrent chez eux. Il a déjà déployé ses militaires le long de la frontière. Maintenant, la seule solution, pour ceux qui ne vont pas tomber sous le coup de balle, ils vont se déverser vers l'Ituri. Mettez un bouclier militaire, une barrière. Mais ça n'a pas été fait. C'est comme si ils se sont arrangés pour accompagner ces forces négatives chez nous en Ituri. Pour quelle raison? Donc ils trouvent l'Ituri, le déversoir de l'insécurité, la poubelle pour l'insécurité? Non. Ça c'est de un. Deuxième élément, l'Ituri est victime du laxisme des autorités militaires et des autorités politiques de ces pays. Laxisme? Oui. Laxisme, l'affairisme et autres. Nous avons commencé à crier depuis la nuit des temps, pendant que ce mouvement de Codeco commençait à naître. Nous avons dit il y a un problème là-bas. Il y a un mouvement mystico-religieux qui se forme, mais ils disent que c'est une église, mais au-delà de ça, il y a les entraînements qui se poursuivent. Moi, je suis riverain. Je suis le long du lac Albert. Chaque fois, les pêcheurs disent, la nuit, nous voyons les barques qui traversent avec des personnes, des munitions, des colis qu'on décharge, mais qui sont flous, non contrôlés. Est-ce que vous pouvez aller jeter les regards? L'amiral qui est basé à Kassény, qui contrôle cette frontière lacustre, n'a rien fait. Les gens ont laissé, ils ont accompagné l'entrée des armes et des munitions. Les gens sont occupés par l'argent. Ils sont dans l'or. Ils sont dans les bois. Ils sont dans les commerces. Depuis quand ça se fait? Vous trouvez des officiers de renseignement civil ouvrir des bars. Vous trouvez des officiers généraux ouvrir des bars.
Mais c'est depuis quand? Au lieu d'être au bureau, en train de veiller sur la sécurité des Congolais et de leurs biens, les gens sont au comptoir en train de compter l'argent. Les gens sont au comptoir en train de vendre. Un officier supérieur. C'est ça, c'est cet affairisme-là. Vous êtes aujourd'hui qui a plongé l'Ituri dans le chaos. Foura Ouma, vous êtes révolté. Nous sommes très révoltés. Et d'ailleurs, moi encore peut-être modéré parce que j'assume les hautes charges. Vous n'avez pas attendu plus tard qu'avant-hier, vous suivez les informations. La jeunesse s'est levée. Il a fallu la diplomatie pour dire à cette jeunesse, calmez-vous. Mais ils disent non. Tout ce qui reste comme l'État doit partir. Parce qu'ils ne servent à rien. Vous êtes leader d'opinion, c'est votre rôle d'encadrer la population. Oui, mais il y a toujours une limite. Vous savez, le corps humain a des limites. À un moment donné, on atteint, M. Crispin, on atteint la zone rouge où la chair ne peut plus supporter la souffrance. Nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas... Même Christ a pleuré. Il a dit sur la croix, Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'était la douleur atroce. Et lorsque un jeune Jean voit son papa être décapité, il voit sa maman molestée, opérée, ou sa femme, on enlève le fœtus dedans. C'est révoltant. C'est comme ça que les jeunes ont dit, fermez tous les bureaux de l'État. Tout. Nous ne voulons plus voir. Nous allons nous prendre à charge. Nous avons dit non, donnez du temps un peu. C'est pourquoi nous nous disons, oui, le chef de l'État doit se réveiller. Il a lui-même dit, je cite, je ne me sentirai pas président de la République de ce pays si l'Ituri en particulier et l'Est en général n'est pas pacifié. Fin de citation. Ça c'était le 30 juin 2019. Nous lui rappelons ça. C'était une promesse ferme qu'il a tenue devant le millier des Ituriens. Merci. Il faut que cette promesse s'accomplisse. Daniel Foura. Nous en avons assez. Daniel Foura Ouma, Elidema Agui, la population vous a suivi. Eh bien, votre plaidoyer a atteint les oreilles des autorités compétentes. Il ne faudra pas que la taille de notre pays soit une faiblesse sur le plan sécuritaire. Ça doit être une sorte d'avantage. Mais il faut que l'autorité de l'État soit instaurée sur toute l'étendue de la République. Parce que nous n'avons que la RDC comme pays, il ne faudra pas laisser une partie de la population de la RDC souffrir. C'était là la quintessence des idées avancées par mon invité. Vous avez suivi au peuple de juger un mot pour terminer. Oui, le peuple doit juger. Ça, c'est très important. Parce que nous tirons, vous savez, dans le système démocratique, nous tirons notre légitimité de la population. Et j'aime cette émission lorsque vous l'avez, n'est-ce pas, intitulée au peuple de juger. Tout ce que le pouvoir de Kinshasa est en train de faire, le peuple iturien est en train de noter. Noter religieusement. Vous savez, avec la technologie aujourd'hui, les paroles s'envolent plus comme c'était dans le temps. Les gens disaient les paroles s'envolent, les écrits restent. Non. Mais avec la technologie actuellement, les paroles restent. Merci. Le chef de l'État a dit, lui-même après... donnez-moi encore 5 minutes s'il vous plaît, monsieur. Vous avez 2 minutes. 5 minutes parce qu'il faut qu'on touche la situation humanitaire. Allez-y. Le chef de l'État dit il s'agit de génocide. Ça c'était au mois de juin 2019. Nous avons un rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, produit en janvier 2020, où cette commission de portée internationale, après enquête, qualifie les drames qui se passent en Ituri, en Djougou et à Mahagi de génocide. Mais je prends maintenant l'opinion tant nationale et internationale. Pourquoi ils n'agissent pas? Est-ce que l'État congolais, parce que l'autorité suprême a déjà reconnu ça de génocide. Ça, c'est le chef d'État lui-même. Les instances internationales où la RDC fait membre reconnaissent aussi comme un acte de génocide.
Mais pourquoi ces deux instances n'agissent pas? C'est pourquoi nous disons l'État congolais, parce que moi je ne veux pas me plaindre auprès de la communauté internationale. Nous sommes souverains, nous devons nous assumer. L'État congolais, à travers ses institutions, principalement le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement, ils sont responsables de ce qui se passe en Ituri, des drames qui se passent en Ituri. Parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités en main, ils ne veulent pas mettre l'Ituri en priorité. Ça, c'est de un. De deux, cette politique en deux vitesses, nous ne la voulons plus en Ituri. Vous avez vu à travers les images comment les gens souffrent dans les camps de déplacés. Mais depuis que cette situation a commencé, parce que je voudrais être honnête, le chef de l'État, lors de son passage, a laissé autour de 800 000 $. Parce qu'en voyant, il s'est rendu dans les camps de déplacés, il a été touché. À un bon père de famille, ému, il a donné 800 000 $. Dans les frères qui m'accompagnaient, je donne. Il a donné. Nous avons vu ça et ça a travaillé. Mais dès lors, le gouvernement de la République n'a posé aucun geste. Pourquoi je dis une politique à double vitesse? Nous avons assisté à un drame d'inondation au niveau d'Uvira. Tout de suite le lendemain, le gouvernement a déployé un avion, affrété un avion avec le ministre des Affaires humanitaires et les autres ministres pour accompagner, aller compatir, réconforter, donner des vivres et des non-vivres, des médicaments à ces gens-là. Tout de suite, il y a eu problème dans les Tanganyika, dans les Hauts-Lomami. On a déployé rapidement le ministre des Affaires humanitaires et autres ministres. Et pour vous, ce n'est pas le cas. Mais en Ituri, aucun geste du gouvernement de la République est posé dans le cadre humanitaire. Je me pose la question. Un problème a commencé, il est là, on ne vient pas au secours. Un problème naît après, on va parce qu'il s'agit du Kivu, il s'agit du Katanga ou du Kasaï. Ça, ce n'est pas correct. C'est pourquoi les autorités du pays finiront par révolter les gens. Parce que le peuple suit ça. Avec la télévision, on a suivi. Le gouvernement se rendre à Uvira. Le gouvernement se rendre au Tanganyika. Ça sera bientôt le cas pour vous. Ça sera bientôt le cas pour vous. Nous voulons que cela se passe le plus vite possible. Merci. Dans le cas contraire, nous allons poser des actes de grande envergure. Merci beaucoup, Daniel Fora Ouma, député national, élu de Mahagi, d'avoir accepté l'invitation des APJ. Merci. On est donc fini avec APJ aujourd'hui. Restez branchés sur Télé 50 pour suivre d'autres programmes très intéressants. Et surtout, sur Télé 50, nous sommes à la page, toujours professionnels. Pendant ce temps, restez chez vous, respectez les gestes barrières. À la prochaine.